Théodule Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir, Romiad, oui. Bonsoir à nouveau. Bonsoir à nouveau, oui. Voilà, Latif Ouboni, bonsoir. Romiad, bonsoir, bonsoir à chacun et bonsoir à tous. François Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir, Romiad, oui, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Vous êtes chroniqueur, les deux autres journalistes. La précision est importante. Ah oui, bon, vous avez suivi, tout comme beaucoup de Béninois. Comme tous les Béninois. D'ailleurs, le président Patrice Talon qui se prêtait aux questions donc, de nos confrères de France 24 et de RFI. Nous parlerons de la fermeture donc, des frontières. Patrice Talon, l'avis de Patrice Talon sur la fermeture des frontières avec le Nigeria, bien évidemment, le géant de l'Est du Bénin. Que retenir fondamentalement? Qu'est-ce que vous retenez de fondamental lorsque Patrice Talon? Oui, merci Romuald. Nous avons tout à l'heure suivi le chef de l'État qui, on l'a dit, n'a pas l'habitude d'accorder des interviews, mais chaque fois quand il le fait, il est toujours à l'aise. Vous avez de l'attention, l'envie de l'écouter parce que il le fait avec beaucoup de précision. Tout ce qu'il dit, c'est bien calé, c'est bien fait. Nous l'avons suivi tout à l'heure. Je crois que le président de la République a situé plus d'un, parce que la question sur la fermeture de la frontière, c'est une question qui interpelle plus d'un, même ceux qui sont à l'international, puisque nous savons très bien que le Nigeria est un géant, c'est une puissance à côté du Bénin, une puissance dont on peut profiter. Et voilà, on est dans une situation qui, le chef de l'État l'a dit, ça ne va pas durer et que les autorités au plus haut niveau, en tout cas, ces éléments sont en train de travailler pour que ça soit réglé d'ici là. En tout cas, il est revenu sur les raisons, parce que on croirait que au-delà, qu'il existe d'autres raisons à part les raisons officielles que nous avons entendues, Latif Ouboni. Non, je pense que sur cette question, comme sur toutes les autres, d'ailleurs, le président est resté, on va dire, réaliste, en ne s'enfermant pas dans le langage, dans sa réalité présidentielle où effectivement il maîtrise tous les éléments, mais il est resté dans un langage ouvert, accessible à ceux qui l'écoutent, qu'il soit au fait de ce sujet-là de fermeture. Au fait, quand je dis au fait, parce que le chef d'État était sur une chaîne internationale, forcément les gens ne maîtrisaient pas tous, en tout cas, les contours de ce sujet-là. Et donc, il est resté tout à fait ordinaire en réalité en répondant aux journalistes. Donc, ceci dit, effectivement, celui qui pose la question, le confrère français qui pose la question, rappelle que officiellement il y a des éléments techniques, économiques, sur lesquels le Nigeria a tablé pour fermer ses frontières. Et ces éléments-là, effectivement, tout le monde les sait. Cette réalité contre laquelle le Nigeria s'érige, contre laquelle d'ailleurs, je ne pense pas que les autorités béninoises s'offusquent que la guerre se fasse, ces réalités-là, la contrebande, le commerce, si vous voulez, illicite, je veux dire, les échanges tout à fait à régulariser. Cette réalité-là, elle est un mal à la fois pour tout le monde. Le chef d'État a rappelé que c'est un mal qui gangrène à la fois les opérateurs économiques, les nations, mais aussi les populations. Mais surtout, on a eu l'occasion de le dire, c'est une réalité qui met en péril, peut-être avec, à la façon d'une bombe à retardement, notre orientation économique future. Et ça, avoir l'occasion aujourd'hui pour une décision peut-être jugée, on va dire, unilatérale, avoir l'occasion aujourd'hui de traiter le mal, même si c'est douloureux, je pense qu'on ne va pas chercher, on va dire, d'autres raisons para-économiques, comme celle en réalité qui impliquait le chef de l'État, à savoir la suite donc de ces élections-là où le chef de l'État, effectivement, l'ancien chef de l'État, effectivement, était, on va dire, sous convocation judiciaire, si vous voulez. Donc, on ne peut pas... Les analyses, c'est vrai, sont ouvertes. On peut les faire. On peut tirer des éléments donc de l'actualité pour pouvoir justifier un fait. Ça, c'est... On ne peut pas l'interdire. Et justement, puisque vous l'évoquez, François Xavier,
le chef de l'État, le président Patrice Talon, banalisait cette rumeur dans le temps. Voilà, Boni Yayi qui avait été interpellé. Est-ce que cela pouvait servir de pression ou servir de motif pour la fermeture des frontières et tout cela? Le chef de l'État a tout de même répondu. Oui, je pense que la question a été très vite évacuée avec le sourire qui va avec. Je pense que elle est d'autant plus... elle ne méritait pas que le président de la République s'épanchât un peu plus sur cette question lancée. Je pense de façon assez provocante par le confrère de RFI Boabouvier. Donc ça a été vite évacué et le chef d'État est revenu très succinctement, hein, comme les 15 minutes qu'on a eu à regarder, à suivre. Il a été précis et concis. D'ailleurs, hein, il le dit, le président Buhari est aussi embarrassé hein, que lui pour cette situation, que du fait de cette situation. Les deux populations en souffrent. Hein, on en souffre au Nigeria comme on en souffre au Bénin. Je retiens ces mots. Hein, c'est une situation qui évidemment ne peut pas durer parce qu'il n'est pas question de mettre un mur entre les deux peuples pour reprendre les mots du chef de l'État. Donc les contacts, contrairement à tout ce qui est véhiculé dans les médias, dans la presse, le chef de l'État a confirmé que les contacts sont pris régulièrement. Il y a, on va dire qu'il y a un dialogue régulier et cette situation devrait connaître son épilogue très bientôt, d'autant plus que il faut dire que sur ce sujet bien précis, sans manquer de respect au Nigeria ou bien sans bomber le torse, je pense que sur ce sujet bien précis, le président de la République boit du petit lait, comme on dit. Simplement parce que si vous observez les événements de ces derniers jours, je pense que diplomatiquement, le Nigeria est en train de payer un loup. Le Nigeria est en train de perdre perdre la bataille sur le plan diplomatique parce que il y a ça a fait l'actualité, une task force de la CEDEAO qui est venue constater ce qui est en train d'être fait et il n'y a pas de hasard. La task force est partie et quelques jours après il y a eu le Nigeria a fait fuiter une information comme quoi bon ça va durer mais en janvier ça connaîtra son épilogue en juin 2020. Diplomatiquement c'est pas anodin simplement parce que ce qui ressort comme écho de la sous-région, le Nigeria est en train de ternir son image. Le Nigeria devait être la locomotive de la sous-région. Il y a une situation bien précise que tout le monde reconnaît, mais un pays qui pèse 70%, c'est vrai que 70% hein, des échanges dans la CEDEAO, politiquement, c'est assez costaud. Donc vous ne pouvez pas sanctionner. Sinon, le Nigeria a violé et continue de violer test sur test de la CEDEAO sous prétexte de cette situation. Mais disons que c'est une situation de prise en otage de toute la sous-région et le Nigeria le sent bien. Le pays qui fait le plus de bruit en ce moment, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Togo, c'est le Ghana. C'est le Ghana qui fait beaucoup de bruit. Les commerçants s'en prennent aux commerçants nigérians. Le week-end passé à Koumassi, ça a donné lieu à diverses manifestations, des fermetures de commerce, ainsi de suite. Le président du Nigeria, le président du Ghana, par 2 fois s'est prononcé là-dessus. Et ça veut dire qu'en langage diplomatique, c'est que le problème est très sérieux parce qu'il y a les contacts informels. Si un président vient à le dire publiquement, c'est pour soit mettre la pression ou soit pour dépeindre une situation qui est intenable pour le Ghana. Le Ghana est un partenaire, parfois même plus que le Bénin. Le Ghana exporte énormément de choses au Nigeria. Et cette situation, en voulant peut-être régulariser, bloquer le Bénin, c'est une situation bien précise, le Nigeria est en train de se mettre à dos toute la sous-région. Par rapport à son poids, politiquement, le Nigeria n'a rien à craindre. Mais il y a quelques mois, on parlait de monnaie commune, on parlait de mise en commun hein, de l'espace, du marché, ainsi de suite. Alors là, diplomatiquement, c'est un mauvais signal. Donc je dis, le président de la République béninoise, par rapport à son intervention tout à l'heure, buvait du petit lait. Parce que tout le monde voit, évidemment, que ça ne peut pas. Et la dernière décision de ce matin ou d'hier, où le Nigeria a pris la décision de ne pas vendre, de ne plus permettre l'installation de stations-service à 20 km de la frontière. Ça veut dire que le temps presse et le Nigeria diplomatiquement, le Nigeria a trouvé une porte de sortie. Ce n'est pas au Bénin, au Togo, au Ghana de trouver une porte de sortie parce que cette guerre, on va dire, guerre c'est trop dit, cette position de fermeté du Nigeria est diplomatiquement en train de se retourner contre ce pays. Simplement parce que le Nigeria allait, en voulant résoudre un problème,
a pratiquement en a créé d'autres, a bloqué toute la sous-région. Et le problème, c'est quoi? Dans cette situation, configuration de marché commun... De toute façon, il y a une espérance, c'est que ça ne va pas trop durer, et comme l'a dit également le chef de l'État. Et donc, on peut espérer tout de même que, voilà, les efforts techniques aboutissent. Il y a un certain nombre d'efforts qui sont consentis dans l'ombre, qui ne se voient certainement pas, oui. Et qui quand même augure d'un meilleur avenir pour les États qui entourent le Nigeria. Oui, absolument, puisque quand vous prenez la position du Nigeria, vous savez, François Nomon l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas que le Bénin qui souffre de cette situation. Il y a le Niger, il y a le Ghana, il y a même le Burkina, parce que c'est des transactions. Et tout ça l'a regroupé, nous devons garder espoir. Le président nous a rassurés. C'est vrai que quelques analyses de part et d'autre, c'est-à-dire espéraient, c'est-à-dire préconisaient et démontraient déjà ça. Et ce soir encore, le président, dans une simplicité très admirable, ça c'est d'ailleurs de sa nature, nous a démontré que voilà, ça se fait et ça se fera. Et bientôt nous allons souffler. La visite la dernière fois, il y a quelques 2 ou 3 jours de la Force Task, de la task force, pardon, dans nos frontières, craqué, etc., a prouvé que, attention, ils sont venus constater le dégât que ça crée. Tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a bloqué à nos frontières. Près de 1500 camions qui sont garés depuis des mois. Ça crée des dommages. Et là, ça ne peut pas continuer. Et voilà pourquoi le président... c'est vrai qu'en un mot, il y a toutes les lumières qui sont braquées sur les camions et sur les aspects économiques. C'est au-delà de ça, parce que dans la zone sud-centre, les peuples Yoruba, c'est les mêmes familles de part et d'autre. Au nord, les peuples Bariba, les peuples Bo, les peuples, on va dire Germa et Hausa, c'est les mêmes de part et d'autre. Une fermeture, c'est comme le mur de Berlin. Voilà. Évidemment, ça finira par s'effondrer. Très bien. Et l'autre aspect également évoqué, c'est la monnaie. La monnaie, nous en parlons. François-Xavier Noumon, Latif Ouboni et puis Théodule Roussa. La monnaie unique. Et bien évidemment, le chef de l'État, c'est vrai que le Bénin appartient quand même à un espace. À une zone, tout à fait, à un espace. Je pense que la question telle qu'elle, ou le débat tel qu'il a été mené, en tout cas, quand les questions se sont posées, moi, je me suis dit que c'était trop tendancieux. Mais on va dire la tendance des questions, l'orientation des questions qui me paraissait un piège, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel, on va dire, même les citoyens hésitent à opiner, encore moins des dirigeants. Et là, c'est un chef de l'État, surtout quand on pose la question en amenant le drap côté français, parce que ce sont les journalistes français. Je me disais, le chef de l'État, il n'était pas dans de beaux draps. Mais le courage avec lequel le chef de l'État a rappelé ses positions, rappelons-le, ce n'est pas la première fois qu'il ose opiner sur cette question tout à fait réservée aux techniciens. J'espère qu'il y en a ici. En tout cas, il y a des chroniqueurs. Et donc, la clarté et le courage avec lequel le chef de l'État s'est lancé dans ce débat je ne sais pas si c'est l'un des premiers, en dévoilant même des éléments sur lesquels moi je n'étais pas, on va dire, je n'avais pas d'éléments, je n'avais pas de notion, à savoir la gestion notamment des réserves. Je pense que techniquement, il a osé, on va dire, déterrer ce qui est sorti. Il a osé sortir une piste sur laquelle jusqu'ici les activistes cherchaient à avoir, on va dire, des éléments. Une piste inédite. C'est une piste inédite parce que jusqu'ici, quand les gens parlent de ce débat, on faisait fixation sur Lagos contre Paris. C'était ça en réalité, à savoir que pour la zone Yumoa, ceux qui sont dans le franc CFA, quand les réserves donc seront gérées, ça devrait quitter Paris ou pour venir à Lagos et que, voilà, ceci opposait le Nigeria à la France. Aujourd'hui, effectivement, je pense que le chef de l'État éteint les rumeurs pour donner une piste, ma foi, que les spécialistes devraient, on va dire, évaluer quant à sa rentabilité, ou plutôt sa solidité face à ce que nous avons déjà, à savoir que les réserves sont gérées par Paris seul. Qu'est-ce qu'il y a d'inédit, en fait,
dans ce que le chef de l'État a dit aujourd'hui, parce que... Merci de me faire cette passe décisive. cette transversale. Pour le but du match, j'espère. Non, le président de la République a dit deux choses. Déjà, il y a une constante, c'est que le président de la République est pragmatique sur le sujet. Que ce soit des Français, des Canadiens qui sont impliqués dans la gestion du franc CFA, ça ne lui fait ni chaud ni froid, simplement parce que il vise un objectif. L'essentiel, c'est le développement de nos pays. Alors, si des partenaires étrangers, quel que soit le degré de leur implication, pas quel que soit, selon le degré de leur degré d'implication dans la gestion de la monnaie en tant qu'observateur ou un peu plus, tant que ça contribue à plus d'efficacité dans la gestion de la zone économique, la transformation économique que nous formons, bon, ça ne gêne pas plus que ça le président de la République. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il l'affirme. Ce qui est inédit, c'est la question sur la gestion de des réserves de nos pays, les réserves qui sont logées à la Banque de France et au Trésor français. Ce que le président a fait, a laissé entrevoir la piste. Il faut commencer par préciser que le président n'a jamais dit que c'était la seule piste. Non, c'était la position commune de la CEDEAO. C'est personnellement que le président s'engage, c'est son opinion qu'il a laissé entrevoir. Déjà, qui est réforme de la monnaie dans sa configuration actuelle, c'est acté. Donc je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le gouvernement français, les pays africains, il faut forcément que la configuration change. Alors cette question épineuse des réserves de nos pays. Le président, la piste, c'est que, voilà, au lieu que ça soit géré exclusivement au Trésor français, on peut splitter un peu cette réserve un peu partout sur la planète pour s'ajuster à toutes les zones économiques qu'il y a avec qui nous sommes en partenariat. Ça permet d'indexer notre monnaie. Par exemple, les agences américaines. Oui, ça permet d'indexer notre monnaie. Voilà. Ça permet de faire fluctuer un peu le taux de change parce qu'en réalité, c'est ça. Nous sommes arrimés à un taux de change fixe qui est le taux de change de l'euro. Ça nous protège quelque peu, mais ça a des inconvénients, surtout pour le commerce extérieur. Comme un célèbre prof togolais l'a dit, qui est très à cheval, très engagé sur ce sujet, l'euro joue parfois comme une prime, une incitation à l'importation au lieu d'être la monnaie, au lieu que la monnaie fouette un peu nos velléités d'exportation. Donc le fait de splitter un peu nos réserves un peu partout sur les banques centrales de la planète, ça nous permet d'ajuster notre monnaie sur les taux de change qui fluctuent tous les jours. Le dollar fluctue, le yen fluctue, le yuan fluctue, étant donné par exemple que la Chine, la part de la Chine dans le commerce extérieur africain prend chaque jour un peu plus de valeur, donc il ne serait pas malvenu, serait plutôt indiqué d'ajuster nos monnaies, comme on le dit, sur un panier de monnaie internationale. Donc c'est la piste. Maintenant, on va voir comment ça va se développer. L'autre chose, ça c'est pour la monnaie, la gestion de la monnaie et les réformes qu'il faut, ainsi de suite. L'autre chose, c'est éco. La monnaie envisagée, la monnaie commune envisagée. Et encore une fois, le président a été pragmatique. Et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, comme beaucoup d'économistes, il n'est pas évident. Pour être que nous soyons prêts l'année prochaine, oui. Simplement à cause il a trouvé exactement la formule. C'est une question politico-économique. Et l'économie, parfois, ne suit pas toujours l'agenda politique ou vice-versa. Ce qu'il y a économiquement, qu'est-ce qui est exigé? Les critères de convergence. Tout le monde n'est pas au même niveau d'exécution des critères de convergence. Le Bénin, à ce titre, est plutôt un bon élève, mais tout le monde n'est pas à ce niveau, à ce degré d'exigence. Donc, à l'école du Bénin. Voilà, donc l'année prochaine, il n'est pas évident que tous les pays de l'UEMOA soient ajustés à ces critères de convergence. Donc, par voie de conséquence, il n'est pas évident que cette monnaie, qui est l'émanation d'une volonté commune, donc d'une volonté politique, soit transformée en une réalité économique. Ça ne veut pas dire que le président réunit cette envie des peuples de mettre leur synergie voilà, ensemble, mais le pragmatisme impose que, concrètement, par rapport à ce que nous avons comme données sur la table, qu'il serait quand même étonnant que l'agenda politique soit tenu l'année prochaine, mais il n'en demeure pas moins que tout le monde est engagé dans cette voie et semble vouloir tout faire pour qu'on y arrive. Voilà. Très bien. 15 minutes. On suffit. 15 minutes, on suffit pour dire l'essentiel,
on n'a pas vu le temps passer. On aurait pensé que c'est-à-dire on aurait voulu que le chef de l'État continue sur d'autres questions, mais 15 minutes, on a eu l'essentiel, ce qu'il fallait avoir, ce qu'il fallait savoir, ce qu'il fallait servir aux Béninois et à l'international pour que les cœurs se tranquillisent et qu'on sache à quoi s'en tenir, savoir que désormais, il faut se mettre au travail. Non, moi, je pense que c'est très long. 15 minutes, c'est très long pour ce type d'interview. Ce ne sont pas, on va dire, des interviews de novices ou des gens qui ont intérêt à ce que le chef d'État soit à l'aise. Et ils ont choisi aussi les questions les plus difficiles. Les questions les plus difficiles à la fois, à savoir la relation entre ancien chef d'État et actuel chef de l'État, à savoir la relation entre deux États, le Nigeria et le Bénin, à savoir aussi le positionnement du Bénin dans une question qui rassemble à la fois la région et mais surtout je vais parler de Paris, la France, la question du CFA. Ce sont des sujets, entre autres, peut-être qu'on pourrait en avoir d'autres, mais ce sont des questions, des sujets aujourd'hui difficiles dans leur sensibilité, mais difficiles aussi à gérer techniquement. Et donc, je pense que ce type d'interview, quand on a des charges comme la charge de Patrice Talon aujourd'hui, ce sont des interviews, on va dire, épuisants, éprouvants, mais bien évidemment que l'exercice, lui, réussit. Il réussit, en tout cas, pour les quelques sorties qu'il a accepté accorder aux télévisions étrangères ou nationales. Il s'est toujours montré à l'aise en nous poussant peut-être à déduire une chose. S'il ne veut pas toujours être à l'écran, c'est parce que la tâche, elle est immense. Oui, moi je voudrais, par rapport aux 15 minutes du président de la République, je pense que c'est devenu maintenant une habitude. Sa parole est très rare et donc quand il accepte de s'épancher, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, c'est un événement et ça vaut toujours le détour, on n'a pas été déçu. Maintenant, pour faire juste une petite lucarne, on reste dans le langage... Une petite transversale pour dire que la question du Bénin et du Nigeria pose un problème plus grand. Il y a la jeunesse, si on prend la CEDEAO, c'est une population jeune, on aspire à de l'autonomie, on aspire à du commerce intra-régional, ainsi de suite. Ce qui est en train de se passer entre le Nigeria, le Bénin et le Niger pose un problème qui devrait faire réfléchir tous les techniciens, tous les activistes en griffe, de l'africanité, ainsi de suite. Le Nigeria, mis dans la CEDEAO, pèse peu ou prou 70% du commerce intra-communautaire. Ça veut dire quoi? Un poids politique indétrônable, c'est-à-dire un poids politique, personne ne peut y faire face. Et on a la preuve en ce moment, c'est-à-dire que le Nigeria, par cette fermeture, viole beaucoup de tests qu'il a lui-même signés de la CEDEAO, mais politiquement, rien ne se passera. Donc, et beaucoup de spécialistes avaient déjà évoqué, en cas de monnaie unique, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, on parle de banque centrale dans chaque pays. Mais politiquement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça veut dire que, parce qu'on aura tous des banques centrales dans chaque pays, on aura voix au chapitre comme le Nigeria? Évidemment, non. Si vous prenez 2008, 2012, 2013 en Europe, personne ne dictait, c'est l'Allemagne qui dictait tout ce qu'il avait à faire, simplement parce que son poids économique lui permettait de dicter ce qu'il avait à faire, quel que soit ce que la France, l'Italie, l'Espagne dit. Aujourd'hui, la donne a changé, mais qu'elle est faible, donc les pays comme la France et l'Italie imposent à la Banque centrale ce qu'il y a à faire. C'est une réflexion politique dans laquelle tous ceux qui disent, oui, la communauté, allons-y, il faut mettre les populations devant des réalités, parce qu'il y a toujours un prix à payer. Le Nigeria est le plus grand pays de la CEDEAO et donc ça pose un problème politique, pas forcément mauvais pour la communauté sous-régionale, mais il y a un principe de réalité qu'il faut avoir à l'esprit et ce qui est en train de se passer nous permet d'y réfléchir pour savoir, pour un pays comme le nôtre, politiquement, comment on peut arriver à exister dans cet espace qui est en train de se construire progressivement. Très bien, je voudrais vous rassurer, nous allons exister. Voilà. Mais comment? La lucarne fut brève, Tout à fait. 27 minutes, on suffit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup François-Xavier Noumon, Théodule Roussa, Latifou Boni, chroniqueur pour l'un et journaliste pour les autres. On devrait un jour sans doute peut-être faire la hiérarchie. Voilà. Merci chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc c'est fini.